Et nous allons commencer avec une table ronde avec des chiffres et de l'analyse. Donc je suis ravi d'être aujourd'hui avec Arnaud Poisson, directeur supply chain d'Auchan. Bonjour Arnaud. Bonjour Yves. Avec Laurent Benedetti, donc directeur des ventes analytiques d'OSA Retail Collaborative Solutions de Nielsen IQ. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Gaudin, directeur business développement OSA chez Nielsen IQ également. Bonjour Yves. Et vous avez nous apporté plein de chiffres sur les ruptures. Et de quoi s'améliorer, je crois. Alors, je vais commencer avec nous, Arnaud Poisson. Ma première question est assez simple. Finalement, comment Auchan en France est-il organisé au niveau de la supply chain? Quelle est la structure? Quelle est l'organisation? Bien, Yves, en fait, depuis l'ouverture du premier magasin Auchan au début des années 60, dans le quartier des Hauts-Champs, près de Lille, Auchan a perpétuellement innové, s'est transformé pour s'affirmer maintenant comme un des leaders multicanal, multiformat de la distribution alimentaire. Au service de cette organisation, la supply, c'est un environnement humain de à peu près 1500 personnes salariées au champ. Si on étend à nos partenaires transport et prestataires, on est plutôt sur 5000 personnes. Et on maille le territoire à travers une quarantaine de plateformes. Ce qui nous permet de traiter, pour donner des ordres de grandeur, à peu près 5 milliards d'unités de vente consommateurs chaque année. 5 milliards, c'est un beau chiffre quand même. C'est pas mal et ça introduit en fait ce qu'on va voir après dans la suite, c'est que tout ça c'est des volumétries qui ne sont pas forcément, qui sont pas à taille humaine en fait, et donc on a un besoin crucial de data pour le gérer. Peut-être rappeler aussi quelques éléments de présentation d'Auchan, c'est peut-être un petit peu vite. Quelques chiffres, mais je pense qu'Auchan est connu. Voilà les quelques chiffres en 2022. Donc cette supply, elle est au service de 57 000 collaborateurs qui animent 650 points de vente et qui accueillent à peu près 1 million de clients par jour. Voilà. 40 sites logistiques. Quel est le ratio entre les intégrés et la prestation? Beaucoup de prestations. On est à peu près sur 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers externes, 1 tiers intégré. La volonté là, sur ces aspects de toujours, sur chacun des segments, puisqu'en fait on parle d'une supply chain, mais on a différents métiers, les produits frais, le sec, le surgelé. Sur chacun de ces métiers et chacun de ces secteurs, garder une masse critique de savoir-faire et de maîtrise. Vous êtes organisé comment? Par format? Parce que vous avez différents formats entre l'hypermarché, le supermarché et également tout ce qui est drive et e-commerce. Alors, on est organisé à travers des structures régionales qui permettent de mailler le territoire. Et concernant les formats, c'est justement un des grands sujets de la transformation en cours de la supply chain d'Auchan. Qui consiste en fait à basculer d'un système où nous avions 2 chaînes marchandises, une pour les hyper, l'autre pour les super, à une chaîne marchandise, donc une supply chain retail unifiée. Aujourd'hui, on parle beaucoup des aléas. Il y a beaucoup d'aléas dans les ventes. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'effectivement, on va vers une société de consommation, entre guillemets, qui va devoir vivre avec ces aléas de consommation, avec des hauts et des bas? Ce qui complexifie quand même quotidiennement votre métier. Certes. Alors, ces aléas, de manière un peu générale, en fait, là, on a comme une succession de crises et d'événements majeurs qui donnent une certaine impression d'à-coup ou d'aléas, mais qui fondamentalement sont des accélérateurs de tendances de consommation, de tendances de comportement, qui sont de toute façon qui existaient avant ces 3-4 dernières années sur lesquelles nous avons eu toutes ces perturbations. La manière dont on adresse en fait ces sujets, c'est à travers le travail qu'on mène avec les équipes, que je salue ici, et qui sont en fait au cœur de la transformation qu'on mène de cette supply chain. On l'a vu en introduction, cette dimension de convergence, c'est-à-dire de passer de 2 chaînes marchandises hyper-super à une chaîne unique. Et ça, c'est un enjeu d'interopérabilité, donc d'agilité. Il y a en deuxième point la mise en place d'une organisation dédiée au pilotage et à l'optimisation du flux, donc une organisation de supply management. Et un 3e axe qui porte sur la mise à disposition de la data, le travail sur la data, sur des aspects qui sont parfois qui peuvent paraître triviaux
et qui tourne autour de la mise en place de décisionnels. Mais sur ces sujets-là, c'est compliqué de faire simple et c'est compliqué d'obtenir une data exhaustive et fiable. Donc ça, c'est un des enjeux de la transformation. Et bien sûr, des outils qui peuvent être un peu plus sophistiqués, comme par exemple le déploiement qu'on est en train de faire d'un outil de prévision de vente sur... La data qui est un enjeu clé pour Auchan, et je crois que votre directeur général y croit beaucoup et investit lourdement sur ces sujets-là. Mais nous y croyons tous. La supply est nécessairement en pointe sur ces aspects, parce qu'on ne peut pas fonctionner, vous avez vu les éléments de volumétrie, tout ça n'est pas à taille humaine en fait. On ne peut pas imaginer que des gens passent des journées à revoir les millions de combinaisons possibles. Donc la data, c'est, je ne sais pas si c'est le système nerveux ou le sang, mais c'est impératif et inévitable. Alors avec Nielsen IQ, on va parler de la disponibilité en rayon, des ruptures. J'ai envie de vous poser tout simplement une question. La rupture, c'est un mal nécessaire parce que 0 rupture, ça coûterait trop cher, ou c'est un fléau qu'il faut combattre? Alors, et effectivement, fut un temps sous d'autres cieux, j'avais entendu un directeur général d'un fournisseur nous expliquer que il introduisait le concept de je préfère une bonne rupture qu'un mauvais surstock. Je ne sais pas si le débat se pose de cette manière-là. Oh, on est forcément binaire, nous les journalistes. Voilà. Non, mais non, ça. Je reprendrai pas là-dessus. Non, nous on vise un maximum de disponibilité, bien sûr. Et les crises là qu'on a vécues sur ces dernières années ont forcément un impact sur la disponibilité. Nous, on cherche à l'adresser en fait à travers ces axes de transformation que je vous ai expliqués et sur des approches finalement assez pragmatiques qui portent beaucoup sur, je pense que le terme général, ou en tout cas la thématique générale, c'est la collaboration. Collaboration en amont avec les fournisseurs et avec nos achats pour être capable d'anticiper et de détecter au plus tôt des ruptures ou des signaux faibles de perte de disponibilité, et après adapter les solutions les plus pertinentes. Et en aval, vis-à-vis de nos points de vente, pour fournir l'information le plus rapidement possible, la plus juste, une visibilité dans le temps, de manière à leur permettre d'adapter, eux, leur linéaire. Et selon vous, on a terminé les périodes de perturbation Covid, Ukraine, la rupture revient à un niveau normal ou il y a encore un lourd combat à mener chez Auchan? Alors, dans toute la distribution, on a toujours un lourd combat à mener sur ce sujet. Les effets, de vraiment disruptifs majeurs sur les chaînes amont des fournisseurs liés au conflit en Ukraine sont en train d'être gommés et quasi estompés. C'est-à-dire que les fournisseurs qui avaient décidé de concentrer une partie de leur production sur une usine en Ukraine ont trouvé et ont mis en place les dérivatifs et les palliatifs. Après, le contexte, il reste tendu. Et l'inflation, en fait, a pris les sujets d'inflation ont un peu pris le relais de ces perturbations de l'amont sur des débats de disponibilité et de dimensions un peu plus économiques sur... Alors justement, les notions économiques, si on parle de rupture, on parle de milliards d'euros. Et chez Nielsen IQ, vous avez des chiffres. Alors comment évolue cette fameuse disponibilité en linéaire? Je vous cède la parole, Bruno Godin, vous avez plein de chiffres à nous montrer. Effectivement, Yves, je vous remercie. Donc nous allons vous présenter un petit peu l'état de la disponibilité linéaire en France sur les circuits hypermarchés et supermarchés. Pour ce faire, nous appuyons sur le baromètre disponibilité linéaire Nielsen IQ, qui est une étude continue qui couvre 100% du PGCFLS, environ 300 000 références, regroupées en 276 familles et qui suit les 5 grands rayons DPH, épicerie, frais, surgelés, liquides. Et qui recoupe 5000 points de vente. LSA publie d'ailleurs toutes les 4 semaines. On est partenaire avec vous. Effectivement. Et nous en sommes ravis. Les résultats, je sais, sont attendus avec impatience.
De cette étude ressort 3 grands indicateurs. Le taux OSA nombre, qui est en gros la disponibilité numéraire. Si j'ai 5% de produits non disponibles, le taux est de 95%. Le taux OSA valeur, qui est un taux plus avec une dimension économique. Si j'ai un taux de 90, c'est que mes produits ont généré 10% de chiffre d'affaires perdu. Et les enjeux bruts de valeur, c'est combien tout ça me coûte. Et on exclut là les reports, puisqu'on fait des enjeux bruts théoriques liés à la rupture. Donc, nous allons vous présenter les évolutions par circuit, par famille, par rayon. Il est certain qu'en 2022, la somme est assez considérable, puisque le montant des ruptures a atteint 4,8 milliards d'euros sur les circuits décrits, en hausse de 25% versus 2021. Donc ça fait un taux de rupture valeur de 5,3%, lui-même en hausse de 1,2 versus l'année d'avant. Donc une situation qui est pas géniale et pour laquelle on ne voit pas encore la traduction des impacts de la fin des problèmes en Ukraine ou autres. Si je veux faire une comparaison de journaliste, pardon, mais de mémoire, le rayon des colas, c'est 1 milliard. Ça fait 4 fois le rayon des colas qui est absent du magasin. C'est à peu près c'est un peu inquiétant. Effectivement. Si on prend un peu de recul, on a ici 3 courbes. La courbe orange qui représente les 3 premières périodes de l'année en cours, 2023. Et on voit qu'on démarre l'année en deçà de la performance de l'année 2022 qui était ici en bleu, qui était elle-même en deçà de 2021. Donc l'année ne démarre pas sous les meilleurs auspices. On va peut-être voir une inflexion, mais pour le moment, ce n'est pas encore des choses que nous mesurons. Grâce à des solutions que nous implémentons avec des distributeurs en France, nous sommes aussi en mesure, des solutions OSA, de comprendre les causes fondamentales des ruptures. Est-ce que ce sont des causes liées à de l'exécution, de l'opérationnalité, ou bien des problèmes plus amont et on a ici listé ou montré ce qu'on appelle des ruptures amont généralisées, qui traduisent l'absence de produits dans nombreux points de vente du même enseigne, donc typiquement une situation pénurique réelle ou entretenue, ou des difficultés pour fournir les entrepôts. Et on voit que ces causes ont doublé sur la période que l'on a devant nous, en passant de 12% en janvier 2022 à près de 20%, avec un pic qui a été atteint en fin d'année. Un quart des causes étaient liées à vraiment des problèmes structurels, principalement amont. Sur le slide suivant, on vous a mis sous forme de fresque, un peu comme une fresque historique, les familles les plus en souffrance sur les différentes périodes, ce qu'on appelle les périodes chez Nielsen, les périodes de 4 semaines, donc P4 2022 étant la période 4, etc. Vous n'avez pas eu de temps de repos là, Arnaud? On ne s'ennuie pas. Je dois reconnaître qu'on ne s'ennuie pas. Donc je vais pas tout couvrir, je vais reprendre 4 exemples un peu emblématiques qui ont fait un peu les choux gras de la presse. En P4, on a eu la fameuse moutarde. Donc ça, c'était plutôt des problèmes de climat à long terme, problèmes Canada, etc. Approvisionnement du Canada, effectivement, en graines. Ensuite, on a eu les facteurs de tension. Ça peut être aussi des problèmes climatiques ponctuels, une crise type canicule. Oui. Ça s'est traduit chez nous par des difficultés sur les soupes fraîches en P6, par exemple. Autre exemple emblématique, les produits pour feu. En P8, les gens se sont rués sur les allumes ou les copeaux, je sais pas. Ça m'avait échappé. Voilà. Suite à une annonce gouvernementale sur les temps vont être durs, la crise énergétique est devant nous. Et nous, les blackout électriques. Oui. Effectivement. Ah oui, les piles, on en parlait beaucoup. Oui. Oui. Et on l'a traduit. Et pour finir l'année en beauté, en fin d'année, une tension assez forte sur les pet food, chien-chat. Donc la lecture simple, c'est de se dire que il y a eu une grippe aviaire, grippe porcine, et qu'il y a une baisse de matières premières, de l'offre des protéines qui constituent les composants principaux de ces aliments. Il y a peut-être d'autres facteurs liés. Peut-être un petit peu un stockage spéculatif, vu que c'est un secteur où les prix ont beaucoup monté. Donc il y a peut-être des consommateurs qui ont rempli leur placard. Peut-être, et aussi on sait que les effets du Covid ont amené les familles à avoir de plus en plus d'animaux. Donc il y a différentes conjonctions qui
qui concourent à ce genre de résultats. Donc voilà pour cette première partie. Un commentaire, Arnaud D'abord sur le montant, comment vous réagissez sur ces plus de 4 milliards J'aime beaucoup cette question. Je réagis de manière préoccupée. Non, mais c'est effectivement massif en fait comme effet, et de manière un peu enfin, je pense, et on le partage parfois sur certains éditoriaux ou certains médias. Mais d'une certaine manière, on est sorti du temps de l'abondance en fait sur la distribution alimentaire. Je sais que la formulation a été employée par d'autres, mais il y a vraiment cette dimension, je pense, sur là ce que nous apporte ce que nous révèle ces toutes dernières années, c'est que il y a un sujet de disponibilité et un sujet de sourcing. Donc, ce qui en fait est d'ailleurs un des moteurs de notre stratégie sur la défense de la souveraineté alimentaire et notre positionnement sur la préservation des filières amont. Donc, nous sommes voilà. Il y a eu un mode de fonctionnement de distribution alimentaire sur, de toute façon, il y a pléthore d'offres, donc on a juste à choisir. Là, on rentre dans des modes de fonctionnement où le sourcing, le partenariat, l'engagement long terme deviennent cruciaux. Alors Laurent, si j'ai bien compris, tous les formats de vente ne sont pas logés à la même enseigne. Regardons un petit peu les résultats par circuit. Absolument, Yves. Pour vous répondre sur ce sujet-là, on va regarder différents formats, différents types de circuits. On peut commencer par les différents formats, les hypermarchés d'un côté, les supermarchés de l'autre. On verra le e-commerce un peu plus tard. Donc vous avez sur ce tableau les supermarchés qui sont la ligne rose, qui sont un petit peu au-dessus des hypermarchés en bleu, avec un écart structurel finalement en termes de taux de disponibilité, les supermarchés étant au-dessus de façon régulière, mois après mois. Résultat assez naturel. On peut l'expliquer par différents facteurs. Un des facteurs, c'est évidemment la profondeur, la largeur d'assortiment qui est différente entre les deux circuits. Et c'est sans doute plus compliqué d'obtenir un bon taux de disponibilité sur une largeur d'assortiment bien plus importante. Bon, il y a d'autres facteurs évidemment qui interviennent. Le circuit hypermarché est plus propice à la promotion. C'est plus compliqué d'avoir des taux de disponibilité élevés sur des produits en période promotionnelle. Voilà, donc différents éléments qui contribuent à ces écarts qu'on peut voir là. Après, ça reste quand même des moyennes hypermarchés, supermarchés. Quand on rentre plus dans le détail, dans les différents projets qu'on a avec les distributeurs, avec Auchan, et qu'on regarde, qu'on zoome sur les points de vente, on voit aussi qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que des grandes surfaces commerciales arrivent néanmoins à obtenir, avec une grande fréquentation, une grande largeur d'offres, arrivent à obtenir des très bons taux de disponibilité. Donc c'est intéressant de zoomer vraiment dans le détail pour casser ces moyennes qu'on voit à l'écran. Autre élément d'analyse qu'on peut regarder, c'est par région. Donc vous avez ici sur cette carte les 8 grandes régions, les 9 grandes régions Nielsen, avec l'indice de taux de rupture. Donc il faut faire un petit peu attention, prendre du recul, parce que l'indice peut être aussi un peu grossissant, avoir un effet un peu grossissant, un peu loupe. Ce qu'on voit, c'est que la région parisienne, les magasins de la région parisienne sont soumis à un peu plus de problématiques de rupture. Hein, on le voit ici. Les résultats par région peuvent être différents aussi par la structure de la distribution et par un mix enseigne qui peut être aussi différent au sein, évidemment, de chacune des régions. Mix enseigne différent, effectivement, les résultats sont assez différents quand on regarde les performances OSA, les performances disponibilité linéaire par enseigne. Alors, on ne révélera pas les noms derrière ces différentes enseignes qui sont anonymisées sur cet écran, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que entre le meilleur score qui est à 4,1 de taux de rupture et le moins bon qui est à 6,2, on a un écart qui est significatif. On peut se dire que 2 points, c'est pas grand-chose, mais je pense que Arnaud nous rejoindra quand on parle de 2 points. On est ici en valeur de disponibilité qui sont 2 points de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui va compter sur les comptes d'exploitation et le bas ligne au final. Donc c'est un indicateur qui est suivi de près par beaucoup de distributeurs qui souhaitent avoir la meilleure disponibilité pour aussi avoir la meilleure
satisfaction consommateur. Mais là, j'imagine qu'il faut le croiser avec les formats. C'est qu'il y a des enseignes qui n'ont pas forcément les mêmes formats, donc il peut y avoir naturellement, si on rejoint le slide d'avant, il faut tout croiser également avec les régions. Pardon, vous avez raison. Ici l'affaire. Vous avez raison. On reste encore ici sur des éléments moyennisés, même si on fait un zoom par différents types de circuits, mais c'est effectivement au niveau le plus fin ensuite qu'il faut regarder ça pour pouvoir trouver des solutions et agir. Alors on voit qu'il y a des disparités sur le circuit hypermarché, supermarché, sur le carrelage. On a des disparités encore plus fortes sur le e-commerce et sur le drive. Donc vous avez ici des données relevées à 3D sur le circuit drive où on collecte chaque jour les informations dans les sites drive. Et vous voyez que l'écart est encore plus fort entre des enseignes qui sont autour de 5% de taux de rupture et au minimum et d'autres qui sont sur 15-20%. Donc on voit des écarts encore plus significatifs ici. Donc tout ça montre bien les disparités et tous les enjeux pour la distribution. C'est ce que Arnaud évoquait, hein. Au-delà de l'impact chiffre d'affaires, le fait d'adresser et d'avoir une meilleure satisfaction de consommateur en point de vente est un élément clé aujourd'hui. Un commentaire, Arnaud, sur le... Bon, je ne vous demanderai pas si c'est vous qui est la ligne. Alors justement, je tenais à le préciser, un disclaimer, donc on ne va pas donner le nom de chacun, mais alors nous, c'est pas les rouges. Voilà, on n'est pas les rouges, même si c'est notre couleur fétiche, mais là, ça s'applique pas en fait. Sur ces sujets de différence par format, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est vraiment, c'est encore une autre illustration toujours de la même thématique toutes ces difficultés auxquelles on est confronté, c'est une opportunité d'accélérer sur des aspects organisationnels pour nous et des aspects d'utilisation de la data. On a un besoin crucial en fait de poser des analyses. C'est-à-dire, comme on l'a vu sur la première partie, les causes qu'on a adressées sont très variées. Et forcément, entre un problème, on peut avoir aussi des sujets de conflits sociaux chez des partenaires ou chez des fournisseurs. Ça a été aussi un des éléments de ce début 23. Les solutions à adopter sont nombreuses, mais elles doivent être forcément adaptées en fonction des contextes. Et peut-être une remarque simplement sur hyper et super. Là aussi, en fait, sur l'appréciation de l'impact de la rupture, peut-être pour répondre finalement en écho au sujet des 4 milliards, il y a une dimension économique et financière, c'est ce que mesure cet indicateur, mais il y a une dimension à prendre en compte de satisfaction client. Donc là-dessus, forcément, une rupture en hyper, compte tenu du trafic, compte tenu du volume, a une concrétisation ou un impact financier important. Sur un plus petit format, comme le super, là, l'effet de la rupture, il est sur la satisfaction client. Sur un hyper, vous couvrez une unité de besoin, comme dans le jargon, et couvert par plusieurs offres possibles. Sur le super, c'est beaucoup plus réduit. Si vous manquez une référence, l'effet client, satisfaction client, est pas du tout le même. Donc là aussi, sur l'appréciation des impacts, on a besoin de data et de travailler en fait sur ces impacts pour savoir où on met le poids du corps. Alors Bruno Godin, on a vu les circuits, maintenant il nous reste les catégories et les marques. Effectivement. Alors, premier angle de lecture sur ce domaine-là, c'est le contexte inflationniste. Donc on est aujourd'hui dans un contexte inflationniste, donc on a regardé un petit peu l'évolution de la disponibilité à la fois des marques nationales d'un côté et des marques de distributeurs de l'autre. Et donc, on a en fait constaté que la disponibilité linéaire des marques de distributeurs qui était de 0,7 points supérieure à celle des marques nationales en début 2022 est désormais peu ou prou au même niveau. Donc cette dégradation est plus marquée avec moins 1,1 sur les marques de distributeurs et moins 0,5 sur les marques nationales. Tout le monde... voilà, étant... alors, on est dans la mesure, mais il semble évident qu'il y ait des transferts d'achats qui s'opèrent entre les grandes lignes de produits. Si on regarde les 5 grands rayons, ils sont tous touchés de manière assez importante par une dégradation de la disponibilité, à l'instar de l'épicerie qui se dégrade de 1,6 et passe en dessous des 95% de disponibilité. Les liquides restent quant à eux en queue de peloton avec un taux de rupture assez significatif à 6,2. Sur les liquides, c'est historique, hein, de toute façon. Alors,
surgelé et liquide. Liquide, et depuis que nous démarrons et que nous travaillons cette étude-là, nous observons les liquides comme étant le rayon structurellement le plus en souffrance, effectivement. Et pour rester sur les liquides, quand on descend en fait à l'étage en dessous des rayons, donc au niveau des familles, on constate que dans les familles les plus contributrices au manque à gagner généré, on retrouve 2 familles des liquides sur les 3 familles les plus impactantes, les bières et basses bières et les boissons gazeuses sans alcool, donc les BSA. Ces deux familles génèrent près de 380 millions euros d'enjeux à elles seules sur la période. Donc c'est un vecteur important, et notamment à l'approche de la période estivale qui s'annonce, ce qui fait une transition. Voilà, c'était ma petite question supplémentaire que je vous ai posée. On a regardé, et c'est très intéressant, un petit peu derrière nous, l'historique des ruptures. Mais devant nous, il y a l'été qui se profile, on y croit, le soleil va venir. Et quel est l'impact des ventes l'été ? Quelles sont les catégories qui marchent bien ? Alors effectivement, Yves, au risque de vous décevoir, on n'a pas amené notre boule de cristal et on ne va pas s'aventurer sur les prévisions météo 2023. Néanmoins, effectivement, l'été arrive et c'est vrai que au sein de la distribution, c'est un vrai défi en termes de disponibilité linéaire également. On l'illustre ici sur cette page avec, tout à l'heure, Bruno évoquait les liquides. On va reprendre l'exemple des boissons gazeuses sans alcool. Donc vous voyez bien sur ce graphique, on a en bleu les petites barres qui sont les ventes semaine après semaine au cours de l'année. Donc on voit l'effet saisonnier avec des ventes qui augmentent forcément au moment de l'été. Et vous voyez en orange la courbe de taux de disponibilité linéaire qui est difficile à maintenir. Voilà, donc tout ça illustre bien tout l'enjeu, toute la difficulté qu'il y a à adresser les démarrages de saison et à répondre à l'évolution de la demande pendant ces temps forts, pendant ces pics saisonniers. Donc c'est vrai sur les boissons gazeuses sans alcool. Ce qu'on a ressorti ici aussi, c'est un petit learning, feedback sur ce qui s'était passé l'an dernier sur l'été 2022. Donc vous avez évidemment beaucoup de catégories, familles de produits qui sont météo-sensibles. Vous en avez quelques-unes à l'écran. Donc on fait ici on peut mettre en avant les brumisateurs, les produits pour feu, les allumes-feu pour barbecue ou les soupes fraîches, qui étaient des familles sur l'été 2022 qui avaient le plus bénéficié d'augmentation de ventes. Lié à l'effet saison, à l'effet météo, mais le revers de la médaille, finalement, de cette augmentation des ventes, c'est ce taux de disponibilité et la frustration de certains consommateurs qui n'ont pas pu trouver leurs produits en rayon. Oui, je vois les eaux aromatisées, 92% de taux de disponibilité, ce qui est faible quand même. Voilà. Et puis on tombe sur certaines catégories, effectivement, 80% sur les allumes-feu. Je suis consommateur, 8 fois sur 10, je ne retrouve pas mon produit en rayon. On retombe sur, et suivant les formats, comme l'évoquait Arnaud, ça peut être plus ou moins critique, notamment sur la partie supermarché. Donc voilà pour la partie saison. Si on regarde plus précisément et qu'on se rappelle comment était l'été 2022, on avait eu trois épisodes caniculaires particulièrement marquants. Le 18 juin, le 18 juillet et le 9 août. Donc on vous a remis ici les petites barres avec quelques exemples de familles. Et vous voyez qu'au-delà du totalité, on est tombé sur des taux de disponibilité, par exemple sur les soupes fraîches à 74%. Donc tout ça illustre bien, on fait ici le constat. C'est un petit peu facile pour nous de montrer ces images-là, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les industriels, avec la distribution, avec Auchan en particulier, sur ce qu'évoquait Arnaud, le partage de données, notamment à travers les programmes OSA, pour essayer d'anticiper au mieux, de gagner du temps, d'accélérer, de voir les signaux faibles et d'améliorer la disponibilité sur ces temps forts saisonniers, qui est aussi un sujet important. Arnaud, comment vous avez préparé cet été ? C'est un très bon exemple en fait des éléments de travail que je vous ai évoqués. C'est à la fois des aspects de data et des aspects d'organisation. Typiquement sur le sujet des boissons sans alcool, on est dans un process qui est finalement assez commun, assez récurrent pour la distribution alimentaire, c'est-à-dire de procéder à des stocks d'anticipation. On appelle ça l'écrêtage, et d'anticiper la saison chaude en prenant de l'avance sur l'augmentation de notre couverture.
C'est un exercice connu. La mise en œuvre de cet exercice est subtile. Parce que là, on est vraiment on retombe sur les sujets de maillage, de supply management. En fait, la discussion avec les fournisseurs sur leur capacité, la possibilité de le faire, les conditions économiques dans lesquelles ça se passe. Ça, c'est l'amont. Et l'aval, la discussion avec le commerce sur on met le poids du corps sur quelle partie, puisque les entrepôts sont pas complètement extensibles. C'est la partie organisation. Et puis la partie data, où typiquement là, nous on est en train de tester sur cette partie prévision à travers l'outil Rolex qu'on est en train de déployer, des modules justement qui permettent de travailler spécifiquement les produits météo sensibles. Donc on a bien cet équilibre toujours, la data, l'organisation et le travail collaboratif. Par exemple, si on prend un secteur, est-ce que vous avez des éléments à nous fournir? On dit l'eau, s'il fait chaud, on en entend beaucoup qu'il peut y avoir des ruptures sur l'eau en bouteille, l'eau minérale, exact ou non? Là encore, ça dépend de quelle eau on parle. On a déjà des sources qui se sont taries ou qui sont en arrêt de production, en réduction très très forte. Parfois sur des aspects climatiques et puis des fois aussi sur des problématiques industrielles. Je ne cite pas les marques exprès, mais il y a des cas qui sont dans la presse, qui sont distincts. Non, on ne manquera. Enfin, si la question c'est va-t-on manquer d'eau? Non, nous ne manquerons pas d'eau. Voilà, c'est une bonne nouvelle et quand il y en a, il faut le dire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé et lancé cette première table ronde de notre matinée parcours Supply Chain. Merci à vous. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes pour un nouvel intervenant. Merci à vous. Merci. Merci.